satisfaire, au moins momentanément. Et à l'inverse, si on éprouve du désir sans satisfaction, autant se trancher la gorge. C'est à vous rendre folle. Mais si le grand magasin est pour certaines la promesse d'une vie meilleure, pour d'autres, l'expérience tourne au cauchemar. La médecine était fascinée par les femmes. Elles étaient considérées comme des hystériques qui non seulement criaient et hurlaient, mais perdaient littéralement la tête. Il n'y avait apparemment pas d'hommes kleptomanes. La kleptomanie était l'apanage des femmes. Une maladie jusque-là inconnue apparaît dans les livres de médecine. La kleptomanie, ou le syndrome de voler pour le plaisir. La pathologie de la maladie associe le vol à des pulsions sexuelles. En 1905, on peut lire dans le journal de la psychologie ce témoignage d'une kleptomane. Lorsque je vole de la soie, je suis comme ivre. Je tremble, mais pas d'effroi face à mon geste sordide. Je n'ai qu'un désir, aller dans un coin et la froisser entre mes doigts. Ce qui me donne des sensations de volupté plus fortes encore que celles que je ressens avec le père de mes enfants. Mais les psychiatres commencent à se poser des questions. La cause est-elle chez la patiente ou dans le grand magasin lui-même? Les cris empiraient, grandissaient, jusqu'à être une volupté nécessaire à son existence. Elle risquait, sous les yeux d'une foule, son nom, son orgueil, la haute situation de son mari. Elle volait avec de l'argent plein sa poche. Elle volait pour voler comme on aime pour aimer, à travers l'énorme et brutale tentation des grands magasins. Madame, veuillez me suivre. Pourquoi, monsieur? Madame, s'il vous plaît. On leur offrait la possibilité d'avouer qu'elles volaient simplement parce qu'elles étaient des femmes dévorées par des pulsions irrationnelles. En bref, c'était plus fort qu'elles. Je vous confie, madame, c'est la cliente dont je vous ai parlé. Madame, il semblerait qu'une dentelle d'Alençon manque au rayon. De quoi parlez-vous? Permettez. Se serait-elle glissée par mégarde dans vos affaires? Oh, je ne comprends pas comment elle peut se retrouver là. C'est sûrement une de vos vendeuses qui l'a glissée dans ma manche. Bon. Maintenant que vous l'avez retrouvée, je m'en vais. Nous avons déjà remarqué que vous aviez une fâcheuse tendance à déplacer nos marchandises. Peut-être souhaitez-vous faire un don à notre fondation en dédommagement? Oh, mais c'est scandaleux, ça, mademoiselle. Votre magasin ne respecte vraiment pas sa clientèle. Vous ne savez pas qui je suis, vous allez le regretter, croyez-moi. Pulsion du vol, pulsion de l'achat. La femme se retrouve prise au piège des grands magasins. Après l'avoir étourdie avec leurs étalages, ils se nourrissent de son désir et de ses frustrations. Ils avaient éveillé dans sa chair de nouveaux désirs. Ils étaient une tentation immense où elle succombait fatalement, cédant d'abord à des achats de bonnes ménagères, puis gagnée par la coquetterie, puis dévorée. La femme venait passer chez lui les heures vides, les heures frissonnantes et inquiètes qu'elle vivait jadis au fond des chapelles, dépenses nécessaires de passion nerveuse, lutte renaissante d'un Dieu contre le mari, culte sans cesse renouvelé du corps avec l'au-delà divin de la beauté. La femme endettée avait dans son cercle d'amis quelqu'un qui pouvait arranger une rencontre avec un homme qui l'aiderait à éponger ses dettes. En d'autres termes, qui paierait ses factures. C'est ici? Oui.
Je vous laisse. J'insiste sur le fait que c'était plutôt rare, mais cela arrivait assurément à des femmes de la petite bourgeoisie qui devaient absolument trouver un moyen de payer leurs dettes. Voilà où la modernité du grand magasin pouvait les mener. Les femmes s'affranchissaient pour le meilleur et pour le pire, faisant voler en éclats les carcans de la société du Second Empire. Et tandis que certaines perdaient leur vertu, d'autres gagnaient leur statut. Car à travers ce nouveau jeu de la consommation, les femmes ont aussi appris à maîtriser leurs dépenses et à contrôler leur budget, ce qui leur donne un nouveau pouvoir. Oui? C'est arrivé, madame. Ah, merci. Posez-le là. Jusque-là cantonnées dans le monde domestique, les femmes occupent désormais une place dans la sphère économique. C'est la première étape sur le chemin de leur émancipation. La pratique du grand magasin a aidé les femmes à gagner une certaine indépendance. Une expérience qu'elles partagent toutes, quel que soit leur âge ou leurs conditions. Pour la première fois, une sorte de solidarité féminine apparaît. La solidarité des clientes est peut-être le début de la libération de la femme. Quand le mouvement des suffragettes commence sérieusement à demander le droit de vote et l'éducation pour les femmes, il peut s'appuyer sur ce prodigieux mélange de classes et de générations. Né en 1903 en Grande-Bretagne, le mouvement des suffragettes se lance dans une lutte acharnée et spectaculaire pour obtenir le droit de vote des femmes. Les premières réunions du mouvement se tiennent à Londres, dans les salons de thé du grand magasin Selfridges. Malgré leurs bonnes manières, ces ladies ne vont pas hésiter à faire la grève de la faim ou à mettre des bombes pour arriver à leur fin. Harry Selfridge suit de près le mouvement. Il permet aux activistes de distribuer leurs tracts à l'extérieur du magasin, convaincus que cela amènera plus de clientes à l'intérieur. Regardez, c'est fascinant. Il y a un grand encart publicitaire pour Selfridges. Beaucoup de détaillants soutenaient le droit de vote des femmes. Ils ciblaient les consommatrices. Selfridge apporte un soutien financier à la cause des suffragettes, tout en faisant de la publicité pour son magasin. Ces femmes sont des clientes comme les autres. Ils gagnent une fortune en leur vendant tout le nécessaire de la militante moderne. Articles intéressants de divers rayons, certains aux couleurs du mouvement, sacs à main, rubans, gants, articles de correspondance de suffragettes, papier résistant. J'aime bien ça, du papier résistant pour des temps durs. Ou peut-être était-ce pour des femmes coriaces qui écrivaient des lettres chocs. Des femmes coriaces, mais délicatement vêtues. Les suffragettes pensent que la mode est essentielle pour réfuter les stéréotypes masculins qui les décrivent comme des extrémistes laides, racornis et stériles. Elles demandent à leurs sœurs de s'habiller en conséquence. Les suffragettes doivent être élégantes, affirme Christabel Pankhurst, la responsable du mouvement. Elles ont un code vestimentaire précis. Les modérées portent des vêtements pratiques. Les plus radicales s'habillent de robes de dentelle blanche qu'elles achètent, bien évidemment, à Selfridges. Elles étaient magnifiquement vêtues. C'étaient souvent des femmes de la haute société, très cultivées, très aristocratiques. Ce mouvement transcendait les classes et les générations.